Mon nom est Madeleine. J'ai 87 ans et je vis à Nevers, dans cette petite maison que j'ai partagée avec mon mari jusqu'à sa mort, il y a déjà 22 ans. On dit souvent qu'avec le temps, la douleur s'adoucit. Ce n'est pas vrai. On apprend seulement à marcher avec ce poids accroché au cœur, à sourire quand les autres sourient, à se taire quand on voudrait hurler. Pendant toutes ces années, j'ai avancé ainsi, me tenant droite malgré mes rhumatismes, nourrissant mes enfants et petits-enfants, leur donnant sans compter. Je n'ai jamais demandé grand-chose, juste un peu de respect, une once de gratitude, peut-être une caresse sur la joue de temps en temps. Mais ce soir-là, ce que j'ai reçu en retour, c'est un coup. Le poing de mon fils. Oui, vous avez bien lu, à 27 ans, j'ai été battue par mon propre enfant pour une raison aussi dérisoire qu'un potage sans sel. Je me souviens encore du bruit de la cuillère qui avait raclé le fond de l'assiette. Mon fils Étienne avait reposé brusquement sa serviette sur la table, ses yeux brillants d'une colère incompréhensible. « Ça n'a pas de goût. Tu ne sers vraiment à rien. » Puis son bras s'est levé, lourd, brutal, comme s'il ne me voyait plus comme sa mère, mais comme un poids inutile. J'ai vacillé, sentant la chaleur cuisante de la gifle sur ma joue, puis j'ai chuté contre le buffet. À mon âge, une simple chute peut tuer. Lui, il le savait, mais dans ses yeux, il n'y avait qu'indifférence. Je n'ai pas crié. J'ai essuyé mes larmes en silence, car après tant d'années, j'ai appris que mes mots ne pesaient rien pour lui. Mais dans mon cœur, quelque chose s'est brisé, et dans ce même éclat, quelque chose d'autre s'est réveillé, une volonté glaciale, implacable. J'ai compris que je ne pouvais plus rester spectatrice de ma propre humiliation. Ce soir-là, seule dans ma chambre, la joue en feu, je me suis assise à mon vieux bureau. J'ai ouvert le tiroir où je garde mes papiers. Actes de propriété de la maison, relevés bancaires, assurance vie. Je n'avais jamais voulu toucher à ces documents, par superstition sans doute, pensant que tant que je n'y touchais pas, la mort resterait à distance. Mais cette nuit, j'ai compris qu'il était temps de préparer autre chose, non pas ma fin, mais ma revanche. Car voici le choc supplémentaire. Quelques jours auparavant, j'avais surpris une conversation téléphonique de mon fils avec sa femme Lucie. Il parlait de moi comme d'un problème logistique. Si elle tombe, on a l'assurance, de quoi rembourser le crédit et mettre la main sur la maison. Mon sang s'était glacé. Je n'étais plus une mère à leurs yeux. J'étais devenue une marchandise, une signature sur un contrat, une somme à encaisser. Cette maison, je l'ai payée avec mon mari, sou par sou, en travaillant au pressing de la rue Saint-Étienne, en reprisant les chemises, en repassant les draps de tout un quartier. Mon mari avait passé sa vie aux forges. Ses mains étaient toujours noircies, brûlées, mais jamais il ne s'est plaint. Nous avions rêvé de ce toit comme d'un refuge pour nos vieux jours. Aujourd'hui, ce toit était convoité par ceux qui auraient dû me protéger. Alors j'ai commencé à écrire. Une lettre à un notaire de Nevers que j'avais rencontré autrefois lors de la succession d'une cousine. Une lettre à mon médecin traitant aussi, pour documenter les violences. Et surtout, un plan. J'ai décidé que rien ne se passerait comme il l'espérait. Le lendemain matin, j'ai préparé le café comme si de rien n'était. Étienne est descendu, l'air encore irrité, mais je lui ai souri doucement. « Tu veux un peu de sucre, mon fils ?» Il a marmonné sans me regarder. Je n'ai pas insisté. J'avais déjà compris. Le silence serait mon arme. L'attente, mon allié. À 87 ans, on pourrait croire que je n'ai plus de force. C'est vrai, mes jambes tremblent parfois et mes mains serrent la canne comme si elles seules pouvaient me maintenir debout. Mais il existe une autre force, invisible, celle qui vient de toutes les humiliations accumulées, des nuits de solitude, des sacrifices oubliés. Cette force-là ne faiblit pas avec l'âge. Elle se concentre, elle s'aiguise et un jour, elle frappe. Ce jour-là viendra bientôt. Et quand il viendra, Étienne et Lucie comprendront que la vieille femme qu'ils pensaient fragile possède encore des armes qu'ils n'imaginaient pas. La loi, la mémoire et une vérité qu'ils ne pourront pas contester. Alors je vous demande, à vous qui lisez mon histoire, que feriez-vous si votre propre fils levait la main sur vous? Resteriez-vous dans le silence ou prépariez-vous vous aussi une réponse que personne n'attend? Dites-le moi en commentaire. Le lendemain, j'ai pris mon vieux manteau gris, celui qui sent encore la naphtaline, et j'ai glissé mes papiers dans un sac en toile.
J'ai dit à Étienne que j'allais faire un tour au marché, comme chaque jeudi. Il ne m'a pas regardé, absorbé par son téléphone. Sa femme, Lucie, était déjà sortie, toujours en quête de nouveautés, de boutiques, de verres entre amis. Il ne soupçonnait rien. Mes pas étaient lents mais déterminés. Je connaissais les rues de Nevers par cœur. Le froid de novembre mordait mes joues, mais la chaleur qui brûlait en moi me tenait debout. Arrivé devant l'étude notariale, j'ai respiré profondément avant de pousser la porte vitrée. L'odeur du bois ciré et des classeurs bien rangés m'a rappelé que dans ce lieu, les choses prenaient une valeur que personne ne pouvait contester. Monsieur Lemoine, le notaire, m'a accueilli avec un sourire respectueux. Il avait vieilli lui aussi, ses cheveux désormais entièrement blancs, mais ses yeux gardaient la vivacité d'autrefois. « Madame Charpentier, quelle surprise! Que puis-je pour vous ?» J'ai serré mon sac contre moi et j'ai pris place dans le fauteuil. « C'est au sujet de ma maison, » ai-je murmuré. Il a pris des notes, calmement, pendant que je lui expliquais que je souhaitais modifier mon testament. Mes enfants pensaient que tout leur reviendrait naturellement. Mais j'avais décidé autre chose. « Je veux protéger ce bien de la cupidité, » ai-je dit d'une voix ferme. « Et je veux m'assurer que, quoi qu'il arrive, je resterai maîtresse de mon toit tant que je vivrai. » Il a hoché la tête. « Nous pouvons prévoir une donation avec réserve d'usufruit. Ainsi, vous gardez l'usage de la maison jusqu'à votre décès. Et nous pouvons désigner un autre bénéficiaire que vos héritiers directs, si vous le souhaitez. » J'ai acquiescé, et à cet instant, poids se soulevait de mes épaules. Mais la véritable décision que j'ai prise ce jour-là, je ne l'ai confiée qu'à lui, derrière la confidentialité de son bureau. J'ai rédigé un document secret, scellé, qui ne serait révélé qu'après ma mort. Étienne et Lucie découvriraient alors que la maison qu'ils convoitaient tant ne leur appartenait plus, pas même un mètre carré. En quittant l'étude, mes jambes tremblaient, mais ce n'était pas de fatigue, c'était l'adrénaline. Je me sentais à nouveau vivante, actrice de mon destin. Dans la vitrine d'une boulangerie, j'ai aperçu mon reflet, une vieille femme, courbée, ridée, mais dans ses yeux brillait une lueur nouvelle. En rentrant chez moi, Étienne m'a lancé un regard soupçonneux. « Tu as mis du temps pour acheter 3 légumes, » a-t-il grogné. J'ai simplement haussé les épaules. Il n'a pas insisté. Lucie est rentrée plus tard, parfumée à outrance, et a vidé le contenu de plusieurs sacs de vêtements sur le canapé. Elle riait seule en caressant les tissus, sans un mot pour moi. Je me suis retirée dans ma chambre. Sur ma table de chevet, j'ai déposé un petit carnet dans lequel j'avais commencé à consigner chaque détail. Les insultes, les coups, les conversations surprises, les factures qu'il me faisait payer. Tout serait noté. Tout deviendrait preuve. Car ce qu'ils ignoraient encore, c'est que j'avais un allié discret. Mon voisin, Paul, un ancien gendarme à la retraite, qui passait souvent prendre de mes nouvelles. Quelques jours auparavant, je lui avais confié mes craintes. Il n'avait pas paru surpris. « Je les observe depuis un moment, » avait-il avoué. « Vous n'êtes pas seule, Madeleine. S'ils franchissent la ligne, je témoignerai. » Ce soir-là, en m'endormant, je savais que le piège commençait doucement à se refermer. Étienne et Lucie pensaient que je n'étais qu'une vieille femme, à moitié sourde et docile. Mais j'avais désormais un notaire, un voisin et un carnet. 3 armes invisibles, mais redoutables. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que bientôt, le simple manque de sel dans une soupe ne serait plus qu'un détail insignifiant face à la véritable tempête qui s'annonçait. Les jours suivants, je suis restée dans le silence, comme une ombre dans ma propre maison. Étienne et Lucie croyaient m'avoir réduite à l'état de servante résignée. Je préparais leurs repas, je lavais leurs assiettes et je m'asseyais dans mon fauteuil, feignant la fatigue. Mais derrière mes lunettes épaisses, mes yeux observaient tout. Chaque soir, quand ils s'enfermaient dans le salon pour parler à voix basse, je tendais l'oreille. Leur chuchotement se mêlait au bruit de la télévision, mais certains mots filtraient, tranchants comme des lames. Crédit, assurance, valeur marchande. Et puis cette phrase tombée de la bouche de Lucie. Elle ne tiendra pas encore longtemps. Il faut être prêt. Mon cœur s'est serré. Il m'attendait comme on attend une chute d'immeuble, une catastrophe prévisible mais rentable. J'ai serré mon carnet et j'ai écrit cette phrase mot pour mot.
Un soir de décembre, alors que la pluie battait contre les volets, Étienne est sorti précipitamment en oubliant de fermer son ordinateur portable, une habitude qu'il n'avait jamais eue. Par curiosité, ou plutôt par instinct de survie, je me suis approché. L'écran affichait un document intitulé « Contrat assurance vie ». J'ai cliqué. Le choc m'a coupé le souffle. Mon nom apparaissait en toutes lettres, suivi d'une clause précisant un capital de 250 000 € au bénéfice de Lucie. Non pas d'Étienne, mon fils, mais directement de sa femme. Je n'avais jamais signé un tel contrat. Alors comment avait-il été rédigé? J'ai senti le sang battre dans mes tempes. On m'avait usurpé, peut-être falsifié ma signature. À cet instant, j'ai compris que ma mort n'était pas seulement attendue, elle était planifiée. Je me suis reculé, le souffle court. Derrière moi, Paul, mon voisin, venait d'entrer discrètement par la porte du jardin. Je l'avais prévenu que j'aurais peut-être besoin de lui. En voyant mon visage, il a compris. « Qu'est-ce qu'ils ont fait ?» a-t-il murmuré. Je lui ai montré l'écran. Ses mâchoires se sont crispées. « Ça, c'est grave, très grave. On ne joue pas avec des faux papiers, Madeleine. Il faut prévenir ton notaire. » Le lendemain, j'étais de retour dans le bureau de Maître Lemoine. Je lui ai expliqué, j'ai décrit le contrat et je lui ai remis le carnet rempli de mes notes. Il a blêmi en me promettant de lancer immédiatement une vérification auprès de la compagnie d'assurance. Si votre signature a été imitée, c'est un délit majeur. Je suis rentré l'âme lourde, mais aussi étrangement apaisée. J'avais mis la première pierre de ma défense. Je n'étais plus seul. Ce soir-là, un événement inattendu est venu tout bouleverser. Alors que Lucie téléphonait dans la cuisine, j'ai entendu un nom qui m'a glacé. Patrick. Sa voix se faisait plus douce, presque caressante. Elle disait « Ne t'inquiète pas, bientôt on sera libre. Avec l'argent, tout sera plus simple. » Étienne ne se doute de rien. Étienne ne se doute de rien. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Non seulement il complotait contre moi, mais Lucie trahissait aussi mon fils, l'entraînant dans une machination dont il n'était pas même le vrai complice. J'ai regagné ma chambre et j'ai écrit encore. Cette fois, mes mains tremblaient, mais chaque mot gravé sur le papier renforçait ma détermination. Lucie croyait pouvoir manipuler tout le monde, faire d'Étienne son pantin et de moi sa victime. Mais elle ignorait qu'à 87 ans, une femme n'a plus peur de rien. La guerre silencieuse venait de commencer. Et moi, Madeleine Charpentier, j'étais prête à aller jusqu'au bout. Le froid de janvier avait recouvert Nevers d'un manteau de givre. Chaque matin, je descendais préparer le café, mes gestes lents et précis comme ceux d'une horloge ancienne. Étienne ne me regardait plus vraiment. Lucie, elle, me jetait parfois des regards acérés, comme si elle devinait que je savais plus que je ne montrais. Je continuais à écrire dans mon carnet, mais j'avais ajouté une nouvelle arme, un petit dictaphone que Paul, mon voisin, m'avait prêté. « Glissez-le sous la table, Madeleine », m'avait-il dit. « La loi autorise qu'on se protège en cas de danger. » J'ai obéi. Chaque soir, j'enclenchais l'appareil. Les conversations étouffées se gravaient dans sa mémoire froide. Un soir, alors que la neige tombait drue, je suis allé me coucher tôt. Étienne et Lucie se disputaient dans le salon. Grâce au dictaphone, j'ai pu réécouter leur voix, claire comme si j'y étais. « Elle est coriace, ta vieille, » disait Lucie. À son âge, elle aurait dû déjà tomber. « Arrête avec ça, » avait répondu Étienne d'une voix lasse. « C'est ma mère, tout de même. »« Ta mère, elle t'empêche de vivre. Si tu veux qu'on ait enfin une maison digne de ce nom, il faut qu'elle parte. Tu m'as compris ?» Ces mots, je les ai notés, puis rangés avec soin. Ce n'étaient plus seulement des soupçons, mais des preuves. La semaine suivante, le premier accident est survenu. J'étais dans la cuisine, un torchon à la main, lorsque j'ai glissé sur une flaque d'eau laissée au milieu du carrelage. Mon pied a dérapé, mon corps s'est affaissé et j'ai heurté violemment la hanche. La douleur m'a traversé comme une lame. Mais ce qui m'a glacé, ce fut le regard de Lucie, debout dans l'embrasure de la porte, un sourire en coin. « Oh, vous êtes maladroite, Madeleine, il faut faire attention. » J'ai compris que cette flaque n'était pas un hasard. Mais je me suis relevé, serrant les dents. À 87 ans, chaque chute peut être fatale, et c'était précisément ce qu'elle attendait. Le lendemain, j'ai raconté l'incident à Paul. Il a inspecté le carrelage,
puis m'a montré la fuite d'un petit seau d'eau volontairement renversé. Ce n'est pas une maladresse, Madeleine, c'est un piège. Ses yeux se sont durcis. On ne va plus attendre. J'irai témoigner devant la gendarmerie si nécessaire. Je l'ai remercié, mais au fond de moi, je savais que je devais attendre encore un peu. Chaque pièce devait s'emboîter, chaque preuve de peser lourd. Le notaire m'avait confirmé que le contrat d'assurance vie était suspect, probablement une falsification. Une enquête interne était ouverte. La nuit, allongée dans mon lit, j'écoutais le vent frapper contre les volets. Je pensais à mon mari, à nos soirées simples, au rire de mes enfants quand ils étaient encore innocents. Étienne n'était pas né cruel, il l'était devenu, façonné par l'avidité d'une femme. Mais cela ne l'excusait pas. Un matin, alors que je rangeais le linge, j'ai trouvé dans la poche du manteau de Lucie un reçu étrange, un acompte versé à un agent immobilier de Dijon. Montant 20 000 €. Objet, réservation d'un appartement haut de gamme. À cet instant, j'ai compris. Ils n'attendaient pas seulement ma disparition pour toucher l'assurance. Ils avaient déjà prévu leur nouvelle vie, loin d'ici, avec mon argent. J'ai remis le reçu dans la poche, comme si je n'avais rien vu. Mais dans mon esprit, le puzzle s'assemblait. Ils voulaient ma mort, ma maison et ma mémoire effacée comme une poussière. Mais c'était moi qui préparais leur chute. Car j'avais désormais le carnet, les enregistrements, le notaire et un voisin prêt à témoigner. Et bientôt, une autre surprise les attendrait. Une surprise qu'ils n'imaginaient pas. Le froid s'était installé durablement à Nevers, mais dans mon cœur brûlait une flamme nouvelle. Chaque pas que je faisais semblait guidé par une main invisible, celle de mon mari peut-être, ou celle de toutes les femmes qui, avant moi, avaient appris à se taire trop longtemps. Je savais que le temps jouait contre moi. À mon âge, chaque chute, chaque malaise pouvait être fatal. Mais je savais aussi que le temps pouvait devenir mon allié si je savais préparer chaque pièce de mon jeu. Alors, j'ai décidé de confier une partie de mes secrets à d'autres mains que les miennes. Un matin, j'ai appelé un taxi et je me suis rendu de nouveau à l'étude notariale. Dans mon sac, j'avais placé mon carnet, une clé USB contenant les enregistrements du dictaphone, ainsi qu'une enveloppe sur laquelle j'avais écrit « À n'ouvrir qu'en cas de décès suspect ». Maître Lemoine m'a accueilli dans son bureau silencieux. J'ai sorti les documents avec des gestes lents mais sûrs. « Voilà mes preuves, ai-je dit. Mon fils et sa femme complotent. Si un jour je ne suis plus là, je veux que la vérité apparaisse. » Il m'a regardé longtemps, les yeux brillants derrière ses lunettes. Puis il a pris l'enveloppe, l'a rangée dans un coffre et m'a promis « Soyez tranquille, Madame Charpentier, rien ne sera perdu. Et si quelque chose vous arrive, ces papiers parleront pour vous. » J'ai hoché la tête, soulagé. Mais je n'étais pas venu que pour cela. « Je veux aussi modifier mon testament, » ai-je ajouté. Il a ouvert son registre. « À qui souhaitez-vous léguer la maison ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Certainement pas à ceux qui attendent ma mort. Je veux que cette maison revienne à une association locale qui protège les femmes âgées victimes de violences familiales. Qu'elle serve à celles qui, comme moi, ont été réduites au silence. » Il a noté sans sourciller. Moi, je sentais mes mains trembler, mais c'était de fierté. Je venais de leur ôter ce qu'ils convoitaient tant. En sortant, le vent froid m'a giflé, mais je me sentais plus légère. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis arrêtée devant la cathédrale et j'ai levé les yeux vers ces pierres grises. Je me suis dit que je n'étais pas seule, qu'une force plus grande que la leur m'accompagnait. De retour à la maison, Étienne m'attendait dans le couloir. Ses yeux plissés m'examinaient comme s'il cherchait à lire dans mes pensées. « Où étais-tu encore » a-t-il lancé d'une voix dure. « Au marché » ai-je simplement répondu. C'était vrai, j'avais acheté une baguette pour que mes mains ne rentrent pas vides. Il a serré les lèvres, méfiant, mais n'a rien dit de plus. Lucie, elle, a tourné autour de moi comme une chatte autour d'une proie, son parfum trop sucré emplissant la pièce. « Vous êtes bien courageuse de sortir par ce froid, Madeleine. À votre âge, on peut vite attraper un mauvais coup de vent. » J'ai souri, sans répondre. Si elle savait. Le soir, en m'installant dans mon lit, j'ai glissé sous l'oreiller une autre clé USB contenant les mêmes enregistrements. Celle-ci, je comptais la remettre à Paul le lendemain. Pas question de tout laisser entre leurs mains.
Il fallait prévoir les doubles, les copies, les témoins, car je savais désormais qu'il ne reculerait devant rien. La preuve en est arrivée plus vite que je ne le pensais. 2 jours plus tard, en descendant l'escalier, j'ai senti une marche céder sous mon pied. J'ai eu le réflexe de m'agripper à la rampe. En me penchant, j'ai vu que la vis avait été soigneusement dévissée. C'était clair. La prochaine fois, ils espéraient que je tombe pour de bon. Mais ils ignoraient que chaque piège qu'ils posaient devenait une preuve de plus contre eux. Et que loin de faiblir, à 87 ans, je me préparais à leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. La découverte de la marche dévissée ne m'a pas seulement glacé d'effroi, elle m'a convaincu qu'il était temps d'avancer à visage moins couvert. J'ai attendu que la nuit tombe et j'ai frappé à la porte de Paul. Il m'a ouvert aussitôt, son visage sérieux s'éclairant d'une chaleur rassurante. Je lui ai tendu la clé USB que j'avais gardée sous mon oreiller. « Voici les enregistrements, Paul. Si demain je ne reviens pas, vous saurez quoi en faire. » Il a pris l'objet avec gravité, ses mains calleuses serrant les miennes. « Vous n'êtes pas seule, Madeleine. Je vais alerter un ancien collègue à la gendarmerie. Discrètement. Qu'il sache que quelque chose se trame ici. » Ce soir-là, en regagnant ma chambre, je me suis sentie moins vulnérable, comme si les murs de ma maison, qui m'étaient devenus hostiles, avaient soudain retrouvé une solidité nouvelle. Pourtant, le danger demeurait. 2 jours plus tard, un incident dramatique a failli précipiter les choses. Étienne avait insisté pour m'accompagner au jardin. « Prends l'air, ça te fera du bien », avait-il dit avec un ton faussement tendre. Je l'ai suivi, mon écharpe serrée autour du cou. En passant près du puits au fond de la cour, j'ai senti une main pousser légèrement dans mon dos. Mon corps a vacillé, mes mains cherchant désespérément une prise. J'ai réussi à me rattraper au rebord de pierre, manquant de basculer dans le vide. Je me suis retourné. Étienne était là, figé, les yeux écarquillés, le souffle court. « Tu as trébuché, maman », a-t-il balbutié, mais dans son regard, j'ai vu la vérité. Il avait hésité, tenté un geste, puis s'était arrêté trop tard. Je n'ai rien dit. Je me suis redressé lentement, rassemblant mes forces, et je suis rentré dans la maison. Dans ma chambre, j'ai noté chaque détail, chaque sensation. Et le soir même, j'ai confié à Paul ce que j'avais vécu. Il a pâli. C'est plus grave que je ne le pensais. Nous ne pouvons plus attendre. Le lendemain, Paul a organisé une rencontre avec son ancien collègue de la gendarmerie, un certain capitaine Morin. Nous nous sommes retrouvés discrètement dans le café du centre-ville, à 2 pas de la Loire. Je tremblais en entrant, craignant d'être vu. Mais le gendarme m'a accueilli avec respect, prenant mes notes et les copies des enregistrements. « Madame Charpentier, ce que vous décrivez ressemble à une tentative d'homicide. Il faut être prudent, mais nous allons surveiller de près. Continuez à consigner tout. Nous devons les prendre sur le fait. » Je suis rentré le cœur battant. Pour la première fois, la loi se plaçait à mes côtés. Mais il fallait encore tenir, survivre à leur piège, jusqu'au moment où la vérité éclaterait au grand jour. Ce soir-là, en me couchant, j'ai pensé à mon mari. Je lui ai murmuré « Ne t'inquiète pas, je ne partirai pas sans avoir défendu ce que nous avons construit. » Dehors, la Loire roulait ses eaux sombres. Dans ma maison, mes ennemis partageaient mon toit. Mais moi, vieille femme de 87 ans, j'étais désormais armée d'une certitude. Ils ne gagneraient pas. Le temps s'était radouci et avec lui les défenses de mes ennemis. Étienne passait de longues heures à l'extérieur, soi-disant pour régler des papiers, mais je savais qu'il fuyait surtout l'atmosphère lourde de la maison. Lucie, elle, se croyait en sécurité. Elle pensait que je n'étais qu'une vieille taupe, sourde et aveugle. Elle avait tort. Un après-midi, alors que j'arrosais discrètement les géraniums derrière la fenêtre de ma chambre, j'ai aperçu Lucie sortir précipitamment. Elle portait une robe rouge que je ne lui avais jamais vue, bien trop voyante pour une simple sortie en ville. Intrigué, j'ai attendu quelques minutes puis j'ai décidé de suivre ses pas. À mon âge, on avance lentement, mais j'avais appris à me fondre dans les rues comme une ombre parmi les passants. Arrivé près de la gare, je l'ai vu s'arrêter devant un homme en costume sombre. Grand, élégant, les cheveux soigneusement plaqués, il avait l'allure de ces commerciaux qui savent tout vendre, même du vent. Ils se sont embrassés sans retenue, comme 2 adolescents.
Mon cœur a fait un bond, mais pas de jalousie, non, de soulagement presque. Voilà enfin la pièce manquante. Lucie trahissait Étienne avec cet amant, ce fameux Patrick que j'avais entendu au téléphone. Je me suis approchée juste assez pour entendre quelques bribes. Encore un peu de patience, mon amour. Dès que la vieille passe, on file à Dijon. Et avec l'assurance, tu pourras enfin investir dans ton projet. Je me suis reculée, tremblante, mais avec une certitude nouvelle. Ce n'était pas seulement ma vie qu'ils voulaient, mais aussi l'illusion d'une fortune rapide pour nourrir leurs fantasmes. Le soir même, j'ai confié à Paul ce que j'avais vu. Son visage s'est fermé. Ça y est, Madeleine, vous tenez la preuve de leur duplicité. Non seulement elle veut vous faire disparaître, mais elle trompe aussi votre fils. C'est un motif puissant pour ouvrir une enquête sérieuse. J'ai noté dans mon carnet chaque détail de cette rencontre, et le lendemain, je me suis rendu à l'étude de Maître Lemoine pour y déposer une déclaration écrite. Le notaire m'a écouté avec attention, puis a conclu « Avec cela et les enregistrements, ils n'ont plus aucune chance de justifier leurs actes. » De retour à la maison, Lucie m'a accueilli avec son éternel sourire mielleux. « Vous sortez beaucoup ces temps-ci, Madeleine. À votre âge, il faut pourtant se ménager. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et pour la première fois, je n'ai pas baissé la tête. « Ne t'inquiète pas, Lucie, je me ménage très bien. » Mon ton calme l'a déstabilisée. Elle a cligné des yeux, comme si elle pressentait que quelque chose lui échappait. Ce soir-là, j'ai compris que la partie basculait. Jusqu'ici, j'étais la proie. Désormais, j'étais le témoin silencieux de leur chute annoncée. Car tôt ou tard, Étienne découvrirait que sa femme ne l'aimait pas et qu'elle le trahissait avec autant de cruauté qu'elle me trahissait moi. Et quand ce moment viendrait, je serais prête. Les jours suivants, l'air de la maison est devenu plus lourd qu'un ciel d'orage. Étienne rentrait tard, le visage fermé, tandis que Lucie se montrait de plus en plus nerveuse, collant son téléphone à son oreille, disparaissant dans le jardin pour parler à voix basse. Je n'avais pas besoin d'écouter pour deviner de quoi il s'agissait. Patrick, toujours Patrick. Un soir, à table, Étienne a lancé un regard soupçonneux à sa femme. « Tu étais où cet après-midi » demanda-t-il d'un ton froid. Lucie a souri, faussement détendue. « J'étais avec une amie. Tu sais bien, Claire. » Mais ses yeux fuyaient. Étienne ne l'a pas quitté du regard, et j'ai vu dans ses pupilles un éclat nouveau, le doute. Je suis restée silencieuse, mangeant ma soupe lentement, mais mon cœur battait à tout rompre. Le moment que j'attendais approchait. Quelques jours plus tard, le hasard m'a offert une arme décisive. En rangeant le linge dans le salon, j'ai trouvé un foulard parfumé, coincé entre les coussins du canapé. Ce n'était pas le parfum de Lucie, mais une fragrance masculine mêlée à du tabac froid. Étienne est entré au même moment. Nos yeux se sont croisés. Sans un mot, je lui ai tendu le foulard. Il l'a pris, l'a porté à son nez, et son visage s'est figé. Il a compris. Son poing s'est serré, puis il a jeté l'étoffe dans la cheminée, où les flammes l'ont dévoré en quelques secondes. « Rien de tout cela n'est vrai » a-t-il murmuré d'une voix rauque, mais ses yeux brillaient de colère contenue. Cette nuit-là, j'ai entendu des éclats de voix dans leur chambre. Étienne hurlait, Lucie tentait de se défendre. Des phrases claquaient comme des coups de fouet. « Tu me prends pour un imbécile. C'est toi qui inventes des histoires. » Puis le silence est retombé, lourd, pesant. Le lendemain matin, Lucie est descendue les yeux rougis, mais son masque était intact. Elle a fait semblant de sourire, comme si de rien n'était. Étienne, lui, ne m'a pas regardé. Mais j'ai remarqué son tremblement discret en versant son café. J'ai alors décidé de frapper un coup subtil. Lorsque Lucie est sortie, j'ai glissé à mon fils, d'une voix basse et calme. « Méfie-toi de ceux qui disent t'aimer. L'amour n'a pas besoin de mensonges. » Je n'ai rien ajouté. Il m'a fixé, comme si mes mots avaient ouvert une fissure dans le mur de ses certitudes. Je savais que le moment était proche où Étienne devrait choisir, continuer à être l'aveugle complice de sa femme ou ouvrir enfin les yeux sur la vérité. Et moi, dans l'ombre, je préparais déjà la prochaine étape, l'effondrement de leurs illusions. La tempête que j'attendais finit par éclater un soir de février. La pluie battait les vitres, le vent sifflait dans les volets, et dans la maison, les voix montaient comme des bourrasques.
Étienne venait de découvrir, dans le relevé de carte bancaire, un paiement à l'hôtel de Dijon. Le nom de Lucie y figurait. Je les ai entendus se déchirer dans le salon. « Tu m'as menti, Lucie. Tu me prends pour un idiot? Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi pourquoi ton foulard sentait un autre homme, pourquoi ton téléphone est toujours éteint quand tu sors, et maintenant ces factures. » Je me suis approchée lentement, ma canne résonnant sur le carrelage. Lucie a sursauté en me voyant entrer. Étienne, rouge de colère, respirait lourdement. « Peut-être qu'il est temps que tu saches, Étienne, » ai-je dit d'une voix basse, mais ferme. J'ai sorti de ma poche une petite clé USB. Tout est là, les enregistrements de vos conversations, les preuves de ces mensonges, j'ai tout gardé. Étienne m'a regardé, interloqué. « Quoi ?» Je me suis tournée vers lui. « Elle ne t'aime pas, mon fils. Elle attend ta chute comme elle attendait la mienne. Elle rêve déjà d'une vie ailleurs, avec un autre. Et toi, tu as été son instrument. » Lucie a blêmi, puis a tenté de reprendre contenance. Elle invente. C'est une vieille femme sénile. Mais Étienne, cette fois, ne l'écoutait plus. Il m'a arraché la clé USB des mains, comme s'il cherchait désespérément une confirmation de ce qu'il savait déjà au fond de lui. Alors j'ai ajouté la phrase décisive, celle que j'avais gravée dans ma mémoire depuis des semaines. Elle disait à ton amant Patrick, « Bientôt, on sera libre. » Dès que la vieille passe, ce sont ses propres mots. Le silence est tombé, lourd, écrasant. Étienne a reculé d'un pas, ses yeux fixant sa femme comme s'il découvrait un monstre. « Patrick » a-t-il murmuré. Lucie a reculé, son masque enfin fissuré. Ce n'était qu'une phrase, rien de sérieux. Mais sa voix tremblait. Étienne s'est pris la tête entre les mains. « Mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait de moi ?» J'ai senti mon cœur se serrer, non pas de pitié, mais de lucidité. Mon fils, malgré sa violence, n'était plus qu'une marionnette cassée, manipulée jusqu'à l'os par une femme cupide. Ce soir-là, j'ai compris que la chute finale approchait. J'avais semé mes preuves comme des cailloux dans la forêt. Désormais, il ne restait plus qu'à laisser la lumière se poser dessus pour que tout éclate au grand jour. Et quand cette lumière viendrait, ni Étienne, ni Lucie ne pourraient prétendre que je n'avais pas vu. Le jour de vérité est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. Une convocation de la gendarmerie est tombée dans la boîte aux lettres, adressée à Étienne et Lucie. Ils n'ont rien compris d'abord. Mais moi, je savais. Paul et le capitaine Morin avaient fait leur travail. Les preuves, les enregistrements, les notes de mon carnet, tout était désormais entre les mains de la justice. Ce matin-là, j'ai regardé mon fils descendre les escaliers, le visage défait. Lucie, elle, tremblait sous son maquillage trop épais. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» a-t-elle crié en agitant la convocation. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement ajusté mon foulard et je suis sortie avec eux, direction la gendarmerie. Dans le bureau, les mots se sont enchaînés. Tentative d'escroquerie à l'assurance vie, falsification de signature, violence psychologique et physique sur ascendant vulnérable. J'entendais ces mots résonner comme des coups de marteau. Étienne baissait la tête, Lucie niait tout, mais les preuves parlaient. Les enregistrements de ces chuchotements, les papiers signés en mon nom, le témoignage de Paul, tout formait un mur qu'aucun mensonge ne pouvait franchir. J'ai senti leur regard sur moi, mais je ne les ai pas fuis. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis redressée, fière, droite, malgré mes 87 ans. J'ai déclaré d'une voix claire, « Je ne suis pas une charge, ni une proie. Je suis une femme qui a travaillé toute sa vie pour que son fils ait un avenir. » Et voilà ce que j'ai reçu en retour, le mépris et la violence. Mais aujourd'hui, c'est fini. Lucie a tenté une dernière manœuvre. Elle est sénile, elle invente. Mais le capitaine a posé sur la table le reçu de l'hôtel, les relevés bancaires et enfin la clé USB. Sa voix a claqué. « Madame, tout cela n'est pas de l'invention, c'est la réalité. » Étienne s'est effondré sur sa chaise. Ses mains couvraient son visage. « Maman, Il n'a pas fini sa phrase. Je n'avais plus besoin de l'entendre. Je savais déjà qu'il était perdu, englouti par ses propres choix. Quand nous sommes sortis, le ciel s'était éclairci. Le soleil d'hiver glissait sur les toits de Nevers. Paul m'attendait sur le trottoir. Il m'a simplement dit « Vous avez gagné, Madeleine ». Mais ce n'était pas une victoire éclatante. C'était une survie, une justice tardive. Le soir,
Seule dans ma chambre, j'ai ouvert la fenêtre. L'air froid m'a saisi, mais j'ai parlé, à haute voix, comme si chaque femme oubliée derrière ses rideaux pouvait m'entendre. Nous avons donné nos vies, nos forces, nos rêves à ceux que nous aimions. Trop souvent, nous avons été payés en silence, en mépris, parfois en coups. On nous a traités comme des vieilles choses, comme si nos rides effaçaient nos droits. Mais je le dis aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour se lever. Même à 87 ans, on peut dire non. Même dans la faiblesse du corps, il reste la force de l'esprit. Alors, à toutes celles qui souffrent en silence, ne laissez plus personne décider de votre valeur. Notre âge n'est pas une fin, c'est une victoire, et nous avons encore le droit d'exister debout. Je refermai la fenêtre, le froid s'éloigna, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis vivante, entièrement vivante.